Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Dacia Duster et dans cette nouvelle couleur. Ça faisait longtemps que je voulais le voir sur la route parce qu'on l'a déjà présenté lors de présentations, on l'a vu dans des salons, on l'a vu dans des concessions. Mais sur la route, il n'y en a pas beaucoup encore, hein. J'ai croisé hier un jogger de cette couleur. Moi, j'adore, c'est le lichen kaki. Bon, comme vous pouvez voir, il y a quelques nouveautés. Si vous n'avez pas encore trop suivi l'actu Dacia, pas mal de petites nouveautés sur ce Duster. On le voit surtout ici à la calandre, mais comme d'habitude, on refait un tour complet de la voiture. Je vous donne toutes les caractéristiques, les prix en détail, les motorisations, etc. Et ensuite, on fait un tour complet. Aujourd'hui, j'ai choisi la version EcoG et on va tester l'autonomie et la consommation en GPL. Alors, le Dacia Duster, c'est une voiture qu'on connaît vraiment bien chez Dacia. C'est quand même un des best-sellers de la marque. Ça se vend énormément, on en voit partout en France. Et j'aime bien toucher là parce que c'est chaud, il fait un petit peu froid aujourd'hui et je me réchauffe les mains. Ça commence à partir de 16 990 €. Ça a un petit peu augmenté avec le fil du temps, parce qu'il me semble qu'au début du Duster, c'était quasiment 12 000, il me semble. Donc on a quand même monté un petit peu. Et pareil, on voit que ça a évolué, pareil sur l'extérieur, etc. Il y a quelques petites nouveautés. Bon, ça augmente un petit peu chaque année, mais on reste quand même à un tarif assez contenu pour un SUV de nos jours. Au niveau des motorisations, il y a plusieurs choix. Donc comme je vous dis, aujourd'hui j'ai choisi le moteur 1 litre 3 cylindres EcoG. Donc c'est essence plus GPL. On a 100 chevaux, donc ils appellent ça le EcoG 100. On a 90 chevaux lorsqu'on est en essence et 100 chevaux lorsqu'on est en GPL. Le GPL donne un petit peu plus de puissance et c'est pas plus mal. Donc ça c'est la première motorisation. Essence, ensuite il y a deux versions essence avec le 1 litre 3 en 4 cylindres. On a soit la version 130 chevaux en boîte manuelle, soit il y aura la version 150 chevaux qu'on a déjà essayé sur la chaîne également. Et deux diesels ensuite. Le diesel 4 cylindres 1 litre 5 en 115 chevaux en traction ou la version 4 roues motrices qu'on a essayé sur la chaîne aussi. Je ne sais plus si vous vous rappelez, on avait essayé un bleu, on était sur une aire tout-terrain. Vidéo à regarder absolument pour voir ce que peut faire un Duster et c'était assez incroyable avec une configuration entièrement stock. Donc plusieurs choix. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, donc EcoG, environ 21 000 €. On peut rajouter quelques petites options également si l'on souhaite. Au niveau des finitions, on a soit le essentiel, donc Essential, Expression, Journey, Journey Plus ou Extreme. Donc en gros, la base c'est l'essentiel, c'est vraiment le moins cher, sans option, les vitres manuelles, etc. Le strict minimum, pas de rétro électrique, etc. La base qui commence lui à partir de 16 990 € et une version comme ça, donc un petit peu plus cher, mais on a quand même des options qui au final tous les jours sont quand même un vrai plus. Et pour la version Max, on monte aux environs de 26 000 € pour une version toute optionnée avec le plus gros moteur, la boîte automatique. On peut avoir quelques options supplémentaires qui peuvent être assez importantes. Si on prend la version 4x4, le pack off-road avec des renforts sous le dessous de caisse. On peut avoir également le marchepied sur le côté qui est environ 600 €. On peut avoir l'attelage à 560 € et des petites choses comme ça qu'on peut rajouter. L'attelage, on peut tirer entre 600 et 1500 kg si c'est freiné ou pas freiné. Ce sera un petit plus aussi également. Je conseille les versions diesel si vous voulez tracter, c'est un petit peu mieux. Les éditions extrêmes sont souvent les plus optionnées et souvent les plus jolies. C'est des éditions série limitée, donc ça peut être intéressant également. Et il va y avoir une édition mat. Alors, on en a vu une au salon de l'auto de Paris. Je crois qu'il n'y en aura pas en parc près, je ne pourrais pas l'essayer. Mais dommage, c'était vraiment joli, une sorte de gris noir bleuté mat. J'avais adoré. Pendant qu'on parle des couleurs, il y a 7 couleurs disponibles. Alors soit on a la carrosserie de base avec la couleur de base, soit on rajoute 550 € et ensuite on peut avoir du bleu, de l'orange, le blanc et la couleur de base, il me semble, du gris, du noir ou ce lichen kaki que j'adore, qui change vraiment, ou le urban grey qui est le nouveau gris, qui est une sorte de gris un peu pastel, assez sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que ces nouvelles couleurs, ça change un petit peu, ou sinon j'aime bien aussi le orange et le bleu qui ressortent bien sur le Duster. Au niveau des dimensions, il fait 4,34 m de long, 1,80 m de large sur 1,69 m de haut avec ses barres de toit juste ici. Au niveau du rayon de braquage et du diamètre de braquage, 10,72 m entre deux trottoirs. On pourra mettre 50 litres d'essence à l'intérieur ou 49 litres de GPL. Je vous remontre le réservoir lorsqu'on sera à l'arrière. Il pèse 1300 kg environ. Alors, ce qui est bien chez Dacia, c'est qu'on a des véhicules assez légers, donc on n'a pas besoin d'énormément de puissance pour que ça fonctionne et que ça marche un petit peu, puisque véhicule léger égale moteur pas trop puissant pour pouvoir avancer. Parce qu'on fait toujours le rapport poids-puissance. Plus on a une voiture lourde, plus il faut un moteur puissant.
Sur l'avant, on voit qu'il a quand même un petit peu évolué ce Duster, mais surtout cette partie-là qui change radicalement la voiture. Le reste, c'est un petit peu pareil, mais en fait, juste en ayant changé ça, bah, ça le modernise quand même vraiment beaucoup. Ce nouveau logo Dacia qui rend la voiture beaucoup plus jeune, beaucoup plus moderne, en blanc comme ça, je trouve ça assez joli. Le Dacia, en plus avec des stries à l'intérieur, ça donne un petit peu de volume, un petit peu de 3D à cette calandre. On retrouve une caméra à l'avant, on retrouve des caméras sous les rétroviseurs, ça nous donne une sorte de pack 360 degrés avec les caméras, c'est assez sympa. Les feux qui sont en LED, toujours la signature en double Y ici, et des feux en LED également. Ça, c'est un vrai plus. Pareil, les clignotants juste ici. Par contre, les pleins phares sont en ampoule. Le capot, on retrouve toujours, comme quasiment toutes les Dacia, ici, là, cette partie qui rappelle un petit peu l'ancien logo Dacia, là, où sur le haut, ça remontait, il s'était marqué Dacia. Donc, on retrouve ici, là, le bosselage qui fait le tour, qui donne un petit peu de volume. On a deux buses ici pour le lave-glace. Un petit peu plus bas, on retrouve toujours sur le Duster cette partie pareil, hein, qui rappelle un peu ce qu'il y a sur le capot, comme ça, donc avec cette arche. Comme je vous disais, on peut avoir un pack off-road si on prend la version 4x4. On a les anti-brouillards ici en ampoule, donc c'est les petites halogènes, et des petites bavettes ici pour bien finir la voiture. C'est assez sympa, j'aime bien. Les grilles d'aération ici en plastique, et cette partie normalement qui est teintée directement dans la masse, au cas où ça se raye un peu, ça se voit pas et c'est pas noir en dessous. Au niveau de la garde au sol, de mémoire, c'est 21 cm le Duster. N'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises, mais ça passe quand même quasiment partout, en ville surtout. Vous pouvez monter les trottoirs et autres sans problème. Les dodanes, vous pouvez les passer, ça frottera jamais. Au niveau des jantes, aujourd'hui, sur le côté, on a du 17 pouces, des vraies jantes alu, assez jolies. Si vous prenez la finition extrême, vous pourrez même avoir les jantes en finition noire. Ce qui est assez sympa sur la finition extrême, c'est qu'on a un look un petit peu différent et qui amène un petit côté un peu plus haut de gamme à ce Duster, mais déjà, comme ça, je trouve que il est assez mignon. Toujours sur le côté sorte fausse extraction d'air, mais c'est juste pour faire joli. Je trouve que ça amène du style quand même. Je crois que quand vous prenez la version 4 roues motrices, c'est marqué ici 4 roues motrices. Le petit répétiteur de clignotant ici. On a des rétros mat, gris mat, aujourd'hui, qui vont très bien avec ce lichen kaki. Des poignées de toujours type frigo. On a toujours l'ouverture à la clé de l'autre côté si on souhaite, mais on a le kit main libre aujourd'hui, sinon on peut quand même avoir la clé sur la finition de base. Il me semble que la clé main libre, c'est environ 300 €. Je vous recommande parce que ça reste quand même un vrai plus. Clé dans la poche, vous approchez de la voiture, puis elle s'ouvre, vous partez, vous éloignez, la voiture se ferme. Plus besoin de stresser à se dire j'ai fermé, j'ai pas fermé, ça marche très très bien. On peut avoir le marchepied, comme je disais, à 600 €. Là aujourd'hui on l'a pas, on a comme cette finition ici. On peut voir que c'est plutôt type SUV, mais on n'a pas les arches de roue, tout en plastique ici. Alors je trouve que c'est pas mal parce que ça rend presque mieux en fait le fait que ce soit peint ici plutôt que, vous savez, à chaque fois ces arches de roue en plastique. Moi je suis pas hyper fan à chaque fois de ces gros plastiques tout autour des roues. Ici, donc comme je vous disais, 50 litres d'essence ou 49 litres de GPL. On verra les consommations essence et GPL aujourd'hui dans cette vidéo. Sur le toit, on peut voir les barres ici, donc on peut avoir les barres en alu avec le petit Duster qui est toujours marqué ici. On peut rajouter une antenne requin qu'on n'a pas aujourd'hui. Elle peut tout optionner celle-ci. Des vitres surteintées sur l'arrière qui sont bien pour l'été et également pour avoir un petit peu plus de confidentialité lorsqu'on est à l'arrière, ou pour les enfants, ça évite en même temps d'avoir trop de soleil. Sur l'arrière, donc sur le haut, petit béquet ici, on a le troisième feu stop qui est à l'intérieur, derrière la vitre, l'antenne là-haut. Donc comme je vous dis, on peut prendre une requin qui est un petit peu plus jolie que ça. C'est vrai que de nos jours, ça se fait plus trop. Vitre surteintée, l'essuie-glace est bien pratique. On retrouve le nouveau badge Dacia à l'arrière, donc maintenant c'est écrit en gros, on n'a plus le nom du modèle. À l'époque, vous vous rappelez, c'était marqué Duster ici. Là maintenant c'est marqué Dacia et le Duster est devenu tout petit, parce qu'en fait on veut surtout affirmer la marque Dacia. Et écrit en blanc comme ça se voit vraiment. Et surtout c'est écrit en blanc sur toutes les nouvelles Dacia comme ça. Ce ne sera pas en gris ou en chrome, chaque fois c'est blanc comme à l'avant et ça pète. On sait qu'on a une Dacia. Le Duster donc ici en stickers avec une petite texture. La caméra de recul juste ici, quasiment tout est peint, et ensuite on repasse à ce pare-choc arrière qui est teinté dans la masse comme à l'avant, et ensuite une partie plastique noire. On a les capteurs de recul qui sont intégrés un petit peu partout, et ici les anti-brouillards. Au niveau des feux, donc toujours ce carré ici, donc avec le Y en LED, et ensuite le reste est en ampoule. Très simple, toujours la philosophie Dacia. On essaye de faire assez simple. En attendant le Bigster qui lui à mon avis sera quelque chose d'assez fou. On sera sur des tarifs bien au-dessus, mais j'ai vraiment hâte de voir ce Bigster en vrai et pouvoir l'essayer parce qu'on a vu le concept, il a l'air juste dingue. Au niveau du coffre, le coffre volume de 378 litres, ce qui est généreux. On a de la place. Alors
Si vous trouvez que c'est pas assez, je sais pas ce qu'il vous faut. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on veut des coffres gigantesques. Alors, perso, je comprends pas à chaque fois. Soit c'est moi qui utilise très peu de choses, soit c'est vous qui utilisez vraiment beaucoup. 478 litres. Alors hop, maintenant j'ai un nouveau manteau. Pas facile pour se faufiler partout. Et 478 litres, je rentre absolument sans problème. C'est vraiment spacieux. Et lorsque je relève ici, hop, vous pouvez voir qu'en dessous, il y a le réservoir de GPL, donc 49 litres à cet endroit-là. Et l'avantage, c'est que quand on a le EcoG, on a le réservoir d'essence plus le réservoir GPL, ce qui nous donne une autonomie très confortable de plus de 1000 km. Et ça, c'est quand même assez avantageux. Allez, je vous montre l'intérieur. Alors, au niveau des places arrière, j'ouvre ma portière assez légère. Elle s'ouvre bien grand, on a un bel angle qui nous permet une entrée assez facilitée. Sur la portière hein, tout en plastique ici, juste la commande de vitre en électrique et ensuite la petite poignée ici. On peut voir un plastique un peu partout, on a quand même des haut-parleurs dans les portes arrière. Allez, je rentre. Donc entrée assez facile puisque la porte s'ouvre en grand, je vais relever mon appuie-tête ici. Hop. Donc moi je fais 1m80, j'ai réglé le siège avant. Pour moi, et là, j'avoue que j'ai de l'espace nécessaire. Le siège, pareil, est positionné assez bas à l'avant, mais j'ai de la place sous le siège. Ça, c'est un vrai plus pour moi. Surtout quand on a les grands pieds, on aime bien pouvoir les mettre sous le siège et surtout, ça détend un petit peu les jambes. C'est pratique. Au niveau de l'assise, la banquette est assez ferme ici. On n'a absolument aucun maintien au niveau du dos. Au niveau des pieds, ça va, c'est bien l'assise. Pareil, on a très légèrement une assise un petit peu creusée. En fait, ici, on a l'impression qu'on a une grande banquette. Au niveau de la tête, je suis large, je pourrais vraiment me mettre comme ça. Les fenêtres sont grandes, j'ai une bonne visibilité. C'est surteinté un petit peu. Donc là, avec le soleil, au moins, ça me chauffe pas trop la peau. Alors l'hiver, ça peut être moins bien, mais l'été, on est un peu content d'avoir des vitres surteintées. On a des pochettes dans les sièges ici. On a la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. On a un petit tunnel central ici, puisqu'on peut avoir des versions 4 roues motrices. Donc il y a l'arbre de transmission qui passe. 2 ports USB. Ici, on n'a pas de climatisation pour l'arrière. Des poignées pour les occupants à l'arrière. Le petit éclairage là-haut. Bon, c'est simple. Et la place du milieu. Alors, ce qui est dommage chez Dacia, c'est que la place du milieu, il faut aller chercher la ceinture tout au fond là-bas, à côté de la fenêtre arrière. La place du milieu, par contre, ouais, c'est confort. Je relève mon appuie-tête également. J'ai de la place pour les genoux, j'ai de la place pour les pieds, si je mets mes pieds sur le côté. Au niveau de la tête, je ne touche pas. L'assise est plutôt confortable, le dossier aussi, puisqu'on n'a pas d'appui, pas d'accoudoir. Donc, comme on n'a pas d'accoudoir, ça en fait une voiture confort sur les places arrière, puisqu'on est quasiment sur une vraie banquette. Donc, on a de la place. On a une petite prise d'allume-cigare juste là-haut. Bon, voilà, simple, hein, les fixations Top Taser Isofix sur les 2 côtés pour les sièges bébés. Voilà, quelque chose de très simple à l'arrière et au final, on a un petit peu de place et c'est pas trop mal. Bon, le soleil revient, il fait beau et je vous emmène découvrir l'avant. Donc, poignée et comme ça, petit frigo avec toujours la petite serrure ici. On commence par la porte. Porte quasiment tout en plastique, très simple, sauf cette partie ici en simili-cuir, avec le réglage des fenêtres, les rétroviseurs et nouveauté également ici, on a le rabattage des rétroviseurs qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est sur les nouvelles versions. Pareil, lorsqu'on ferme la voiture, on peut le mettre en automatique pour que ça se ferme automatiquement. Les poignées, ici, toujours avec les petits inserts et des bacs de rangement. On ne peut pas mettre de grandes bouteilles, c'est un petit peu dommage. Si vous cherchez la trappe à essence chez Dacia, c'est au sol ici à chaque fois. On a les beaux tapis Duster. 3 pédales puisque boîte manuelle sur cette voiture. Le gros repose-pied à gauche, bien pratique. Ici, c'est la boîte à fusibles. La hauteur des feux. De ce côté-là, on va pouvoir mettre le mode GPL, donc LPG. Je crois que c'est pour liquide, pétroleum, gaz. L'avertisseur d'angle mort qu'on a dans les rétroviseurs. Voilà, pour le côté qui, je vous montre, c'est assez pratique. Les sièges ressemblent à ça. Donc toujours le petit appuie-tête ici en sorte de virgule, le Duster qui est brodé sur le siège également et des sièges assez simples comme on connaît chez Dacia. Allez, je m'insère à l'intérieur, je recule, siège manuel. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, je vais vous la démarrer pour de vrai là.
avec le nouveau logo Dacia. Donc là, elle me dit qu'il n'y a plus beaucoup de GPL. Alors donc je vais repasser en essence. Comme ça fera tourner le carburant essence. Nouveau volant chez Dacia, avec le nouveau logo en plein centre, écrit en blanc maintenant. Alors je trouve ça assez joli. Sur la gauche, on a le régulateur de vitesse et le limiteur. Sur la droite, on a une commande vocale et de quoi faire défiler les infos du menu au fond là-bas. Ça, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Et lorsqu'on passe en GPL ici, on va changer la conso. Donc là, par exemple, on voit qu'on a le plein d'essence. Et quand j'appuie, là, ça va me dire qu'il n'y a plus beaucoup de GPL. Mais on en voit que j'ai épuisé la réserve de GPL. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait le test GPL. Sur la gauche, on a toujours les appels de phare, un mode feu auto, donc pour pouvoir avoir l'allumage automatique des phares et des feux arrière. On ne pourra pas avoir le mode plein phare automatique encore, mais feu à LED comme je vous disais. Ensuite à droite, c'est les essuie-glaces, on a même un mode essuie-glace automatique. Ensuite pour la musique, on a toujours cette commande ici pour les sources, les modes de radio et le volume. Quelque chose de très simple. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur, ce qui est bien pour pouvoir trouver sa position. Sur l'eau, toute une partie plastique sur toute la casquette. Les aérateurs carrés de cette façon. On en retrouve 4 sur la partie avant. Une petite partie pour pouvoir poser son téléphone si l'on souhaite ici lorsqu'on est passager. Toujours cette partie très simple. L'écran ici qui était déjà revenu sur les modèles de l'année dernière, avec l'écran tactile qui est toujours très réactif, donc rien n'est connecté, le téléphone n'est pas connecté, paramètres du véhicule, comme on peut voir à chaque fois, c'est ultra rapide, puisqu'il y a très peu de choses, et au moins ça marche super bien. On a l'Android Auto et l'Apple CarPlay de série sur celle-là. On a les réglages des raccourcis ici, le volume. Hop, alors je ne vais pas mettre trop fort. La radio par exemple, si je mets la radio comme ça, hop, je peux monter le volume. Le son est franchement pas mauvais. Plus bas, on a la fonction désactiver start and stop ou activer le mode éco, ici qui va brider un petit peu la voiture pour faire des économies de carburant. Surtout le warning, verrouiller le véhicule, désactiver les bibis de parking et les caméras ici que je peux activer directement. Comme on peut voir, on a la caméra avant, la caméra arrière, la caméra côté droit, la caméra côté gauche. Alors c'est pas des caméras de haute qualité, mais en tout cas elles sont là, ça peut être bien pratique pour la ville ou lorsqu'on se gare. Un vrai plus. Hop, et je peux les désactiver. Comme vous pouvez voir, à chaque fois, c'est hyper réactif, peu importe ce qu'on fait, tout ce qu'on touche, les fréquences et autres, tout marche bien et rapidement. Voilà, je trouve ça agréable. Ensuite, le bloc climatisation, comme on retrouve sur les véhicules Renault, la puissance ici, la température ici, où est-ce que je vais me faire ventiler, climatisation, recyclage d'air, des embuages avant, des embuages arrière. Hop, le petit porte-papier et clé de chez Dacia. J'ai la clé à l'intérieur. Hop, alors, est-ce que je vais y arriver à une main? Tac, je vous sors la clé. Donc, avec la clé et le nouveau logo, toujours la clé qu'on connaît dans le groupe Renault, mais au moins, ils ont fait l'effort de mettre ça. C'est mieux que sur une Alpine. Sur l'Alpine, il n'y a pas ça. Quand j'ai essayé l'Alpine à 110 R, ça vaut 115 000 €. Un petit peu plus bas, on a ici de quoi connecter son téléphone en USB, donc un port USB juste pour recharger, un port USB pour connecter, la prise 12 volts ici, un petit porte-gobelet là et un bac de rangement. La boîte ici 6 vitesses, alors regardez le débattement, hop, ça glisse plutôt bien, c'est agréable, la boîte est simple, l'embrayage pareil, il est doux, agréable. Ensuite on retrouve cette petite partie ici, alors cette partie j'ai jamais su à quoi ça servait, d'avoir un petit trou comme ça. Double porte-gobelet. Ici, comme vous pouvez voir, on a la couloir qui s'avance et qui recule. Et on a un petit rangement également ici. Et comme vous pouvez le voir, on a un frein à main, vrai frein à main sur cette voiture. Le siège, je vous le remontre ici pendant qu'il y a un petit peu moins de soleil. Ça vous permet de mieux le voir. Avec l'appui-tête comme ça. On n'a pas les accoudoirs dans les sièges. Maintenant, on l'a au centre ici. La boîte à gants. Chez Dacia, ils font toujours des boîtes à gants très spacieuses, ça c'est très intelligent, parce que ça permet de ranger pas mal de choses. Le rétroviseur, ici avec un bord simple, on a tout plafonnier en couleur claire, ça j'aime bien, ça apporte de la luminosité dans l'habitacle. On a là-haut les lumières, et de ce côté-là, le miroir. Là-haut, on a un micro pour lorsqu'on va parler au téléphone, lorsqu'on est en Bluetooth. Les rétroviseurs ressemblent à ça avec l'amortisseur d'angle mort. Et puis voilà, hein, je pense que je vous ai tout montré. Il ne reste plus qu'à l'essayer.
Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec ce Duster. On part de Boulogne, on va faire une petite balade. Et comme c'est le EcoG, je vais principalement vous parler de la consommation en GPL. Allez, c'est parti. Démarrage. Donc on retrouve la boîte manuelle, on a le start and stop, etc. Hop, on va aller vers Fontainebleau. C'est une 60aine de kilomètres. On va faire une petite balade. Je me règle bien mes rétros. Hop, là-bas et là-bas. Parfait. Donc GPL, j'ai le petit bouton qui est allumé. Ici, j'ai réinitialisé mon itinéraire en GPL et let's go. Ah, le frein à main. J'oublie de temps en temps les vrais freins à main comme ça. Allez, attention mamie, on reste pas en plein milieu de la route. L'Apple CarPlay, Waze, etc. Le top. C'est confort hein, la suspension, dis donc. Hop, là tout droit. Encore un petit dodan. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais juste me re-régler un petit peu mieux le volant. Nickel. Hop, start and stop. Ça, c'est vraiment devenu la base. Pas de micro-hybridation chez Dacia pour le moment sur les Duster. Il y a le Jogger qui est sorti en hybride avec le moteur de la Clio E-Tech, donc les 140 chevaux en hybride, qui sont un vrai plus. Dommage que ce soit pas encore sur le Duster, parce que le Duster, c'est une base de châssis trop vieille. Je crois que c'était la Clio 2 de base, le Duster. Donc, pas possible. Les nouvelles Sandero, il y a peut-être une possibilité, mais pas besoin tout de suite. Le Jogger, ça a été fait parce qu'il y allait commencer à y avoir des petits malus qui allaient apparaître et c'était pas forcément très intéressant chez Dacia d'avoir du malus parce que les voitures coûtent pas cher mais les malus montent très vite. Donc c'est pour ça qu'il y a eu en premier lieu le Jogger hybride. Bon. Le GPL, en fait, on sent pas du tout la différence entre lorsqu'on roule en GPL ou en essence. Ça fait le même bruit moteur, ça tourne pareil, enfin... Pour moi, j'ai vraiment aucune sensation de différence lorsque je suis en GPL ou en essence. Pour la ville, bon, on s'y fait bien. Le Duster, c'est quand même une assez grosse voiture au final. J'avoue que la version que j'avais essayée en boîte automatique, c'était un vrai plus. C'était un confort supplémentaire. Parce que, justement, moi, je fais beaucoup de villes et je trouve que ne pas avoir à passer les vitesses, etc., ça reste quand même un vrai plus. Même si on a un embrayage très très doux, il est mou, il est facile à utiliser, je préfère quand même la boîte automatique. Surtout que je conduis énormément de voitures, je fais plus d'une centaine de voitures par an. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous le voyez. Une fois qu'on a goûté à l'automatique, c'est quand même difficile de repasser avec une boîte de vitesse manuelle, sauf quand c'est une voiture sportive. Parce que là, la voiture sportive, ça a quand même ce côté intéressant et ce côté fun. Pour une voiture de ce style-là, j'y vois pas vraiment l'intérêt. Surtout que la voiture automatique, en fait, elle va gérer bien le passage de rapport. Il y a des modes éco qui se débrouillent pareil très bien de nos jours. Donc au final, on va limite faire plus d'économies souvent avec une boîte de vitesse automatique de nos jours plutôt que la manuelle. Par contre, après, ce qui est bien avec les manuels, c'est qu'on peut jouer un petit peu plus avec le frein moteur et on peut pousser un peu plus les rapports comme on veut et c'est nous qui décidons vraiment de quand on passe le rapport. Par contre là, à chaque fois, voilà, bon, passer première, deuxième, est-ce que je mets première, deuxième? Ah, première finalement, ça s'arrête vraiment. Hop, allez, je vais aller m'insérer, je vois les chambrayages, ça met des à-coups. Alors que la boîte auto, il y a beaucoup moins ça quand même. Et là, je m'arrête et je dois repasser au point mort et le start and stop qui se réactive. C'est pour ça que de plus en plus la boîte automatique fait son apparition et nous les Français on n'était pas les plus grands fans de la boîte automatique puisque c'est vrai à l'époque c'était pas foufou. Les Américains eux ils ont quasiment toujours été boîte automatique depuis les années 70, eux c'était boîte auto à fond. Et je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-moi dans les commentaires est-ce que vous préférez une boîte auto ou une boîte manuelle. Effectivement ça reste encore moins cher d'acheter une boîte manuelle parce que il y a moins d'électronique etc. Et voilà. Mon avis est je préfère la boîte automatique. Allez, on relance, hop, on démarre, hop, pousse un petit peu. Bon, c'est pas ultra puissant, mais on a largement de quoi faire. Donc là, je suis arrivé à 55 assez facilement. Je repousse un petit peu. J'ai l'indication de passage de rapport. Donc là, on est à 60.
en 5e, c'est plutôt calme. Donc là, ça va monter pas mal ici. On arrive dans la petite montée de Paris. Et je vous rappelle après. Désolé, nous avions été interrompus pour une très très bonne nouvelle. On m'a appelé pour aller essayer ça, mais en l'opposé en fait. Ça, c'est le très calme. On m'a proposé d'aller essayer le BMW XM. Je pense que ça va être un des SUV les plus fous du moment. Si ça vous plaît ce genre de voiture, n'hésitez pas à regarder. Ce sera sur la chaîne prochainement. Enfin, bientôt dans un mois et quelques. Mais BMW XM, j'ai trop hâte. Voilà, c'était la bonne nouvelle qui vient d'arriver. Donc, toujours en GPL actuellement. Là, je me mets à 90. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai mon régulateur on, 90 km/h. Je vais me remettre un petit peu de chauffage parce que j'ai un petit peu froid là. Je veux les pieds et le pare-brise. Au régulateur, là je suis en 5, je vais me passer à la 6 quand même, ce sera quand même un petit peu mieux. En 6e à 90, je suis à environ 2000 tours minute. C'est plutôt agréable. Là on est un petit peu en descente. Donc je vais essayer d'aller jusqu'à Fontainebleau. Ça ralentit un petit peu de ce qu'on me dit ici. À gauche. Et autant la direction, j'aime bien, c'est plus précis que d'autres modèles. Là j'ai essayé la Spring juste avant. Et c'est vrai que c'était plus flottant. Là on sent quand même que sur le Duster, on est sur une voiture plus haut de gamme que la Dacia Spring. Et enfin on se sent quand même bien à l'intérieur. Il y a quand même quelques nouveautés là. Oups. Tout ça. L'écran qui est quand même bien. On avait déjà vu l'écran qui avait été renouvelé, qui était un petit peu différent de l'ancien. Le nouveau logo Dacia sur le volant. Et c'est assez agréable. Le fait d'avoir le CarPlay, on a quand même toujours ce qui est essentiel chez Dacia. La boîte EcoG, dommage que ça n'existe pas le EcoG en version boîte automatique. Je pense que ça aurait pu être très sympa. Donc à chaque fois le start and stop et toujours le côté embouteillage région parisienne qui fait pas trop plaisir, mais bon, le but c'est de tester un petit peu la voiture quand même sur tout type de route. Mais ça met quand même 1h24 pour aller à Fontainebleau alors que c'est à 60 km. Je vous envie des fois les gens de la campagne parce que il y a quand même beaucoup moins de bouchons. Bon, allez, là ça va relancer un petit peu. Il y avait un petit accident, surtout les gens qui sont l'air très curieux. En 3e, ça relance un peu. En fait, on sent vraiment quand le turbo se met à charger. Lorsqu'il n'y a pas de turbo, lorsqu'il souffle pas, il se passe pas grand chose, c'est assez creux à bas régime. Par contre, à partir du moment où ça commence à souffler, donc là par exemple je suis à 2000 tours, il se passe pas grand chose, le turbo commence à souffler, hop, à partir de 2500 tours, ça commence à s'emmener petit à petit. Hop, la boîte, franchement, c'est très agréable. Il y a un débattement correct, c'est pas trop grand. On peut jouer avec. Le pommeau est plutôt bien, il est bien placé, il tombe sous le coude ou sous le bout des doigts lorsqu'on a le coude posé sur la coudoir. En fait, on a une voiture agréable à vivre. Bon, j'essaye de vous reprendre. Oh, une Caterham! Ça, c'est mon rêve, la Caterham. Est-ce que vous connaissez les Caterham, d'ailleurs? Petite voiture très sportive, très light. Le même concept depuis 1970, mais de pur régal. J'en ai essayé une sur la chaîne d'ailleurs. Ceux qui veulent regarder, vous tapez Caterham 340R, vous allez voir, c'est un régal. Pareil, tout l'opposé du SUV. C'est le truc le plus bas possible. C'est une Formule 1 pour la route, quoi. Plutôt agréable, même si je me mets assez bas dans les tours en 5e. Au niveau du bruit, alors, tout est bien fermé, hein. On sent qu'on a des vitres assez fines. On entend un petit peu les voitures qui passent. Duster. Beaucoup de Duster sur la route aussi, hein. Je comprends pourquoi c'est une bonne voiture. Enfin, c'est pas la première que j'essaye, celle-ci. Je trouve ça agréable à conduire. Enfin, c'est spacieux. Il y a quand même beaucoup d'avantages au Duster. Et surtout, il y a même la version 4x4. Et on avait fait du 4x4 avec cette version à La Ferté-Gaucher à Univers Tout-Terrain. On avait vu que ça passait quasiment partout, même avec des pneus route. Ça franchissait des obstacles assez impressionnants, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en voiture normale tous les jours. C'est pour ça que aussi à la montagne on trouve quand même pas mal de Duster en version 4x4.
Et c'est un prix quand même correct, parce qu'il me semble qu'on est à peine plus, encore un Duster là, encore une Sandero, enfin des Dacia on en voit vraiment partout. Ça a pris le prix d'un Jimny. Le Jimny ça passe peut-être un petit peu plus partout, c'est encore plus léger. Mais le Duster, enfin, on a l'avantage, c'est qu'il y a de la place dedans, c'est grand, c'est spacieux, c'est confort, on peut faire de l'autoroute avec. Donc c'est agréable. Allez, on relance un petit peu. 6. Je me remets mon régulateur. 90. Ah mince. Et j'ai pas regardé le GPS, il fallait que je tourne à droite. 1h21, attention, ça va me rajouter du temps. Ah, 1h15. Waze nous joue des tours en ce moment, je sais pas si ça vous le fait aussi. Mais des fois il me conseille des trajets et quand on fait un autre, bah, c'est plus court. Je comprends pas. Alors lorsqu'on est en contrainte comme ça, là à demi-tour, on entend un petit peu le moteur. Donc il suffit genre de tomber un rapport et on sent que le moteur là il a plus de facilité. On l'entend un petit peu. Et quand on arrive à un régime stabilisé et qu'on est à plat, donc là dès qu'on finit la montée, là on sent que bah, il force un peu parce que je me suis remis en 6, mais dès qu'on se remet à plat, je me remets mon régulateur. On sent qu'on a un moteur qui tourne, on l'entend très légèrement, mais à plat, ça reste correct. À 90 en tout cas, ça va. On va faire un petit bout après d'autoroute à 110, 130 en allant vers Fontainebleau et je vous refais un petit débrief là-dessus. Alors, comme d'habitude, vous connaissez le test rond-point. Là, on a un gros rond-point. On se teste ça avec un petit peu de rythme. Donc, les sièges, on a légèrement du maintien ici, mais on sent qu'ils sont quand même assez ouverts. Donc, lorsqu'on va être en vraie dynamique, ce qui est assez rare normalement avec cette voiture, il se peut que voilà, on soit un petit peu emmené. On a quand même un bon repose-pied qui fait qu'on arrive à se caler le bassin assez bien dans le siège. Et après ça tient plutôt bien la route. Et même quand je l'emmène comme ça, on sent qu'il y a un petit sous-virage, de l'arrière s'emmène un poil. Mais ça reste correct. Ouais, c'est pas mal. On sent que la voiture y va, mais que c'est une voiture plutôt typée pépère. C'est vraiment pas fait pour rouler de façon dynamique. Ça peut le faire, mais on sent que en fait ça va pas vous donner envie de se dire allez go j'y vais. Waouh, magnifique le Taycan, je suis fou amoureux. On peut prendre un petit peu de rythme, mais c'est pas fait pour. Clairement, vaut mieux y aller à la cool. D'ailleurs là ça fait à peu près 1 heure que je roule. J'ai une moyenne à 7,3 litres au 100 en GPL. Donc depuis tout à l'heure je roule au GPL, ce qui est correct. Le GPL ça consomme souvent un petit peu plus en indication au tableau de bord, mais c'est correct. 7,3 litres, qu'est-ce que vous en pensez? Pour de la région parisienne, beaucoup de bouchons. On a fait en gros, je pense qu'on n'a pas dépassé les 110 plus de 3 minutes, et la plupart du temps c'était du bouchon, du 90 et de la ville. Donc je trouve ça plutôt correct. Là ça vient de passer à 7,2 litres. Voilà. Je continue, j'essaye d'aller prendre l'autoroute parce qu'en fait on est vendredi. C'est sûrement les départs en vacances. En plus vers Fontainebleau, il y a sûrement du monde parce que les gens en redescendent. Et tous les Parisiens ont leur petite résidence vers là-bas ou en Sologne par là. Donc ça fait qu'il y a un petit peu de monde sur la route, mais sur le retour de Fontainebleau, normalement ça devrait bien rouler. Alléluia, j'ai réussi à me sortir des bouchons. Ça roule, enfin l'assise. Donc là je suis à 110 km/h, 112 même, donc 110. Je me remets là, on se met à droite parce que on reste pas au milieu sur l'autoroute lorsque ça sert à rien, comme les gens de devant. 110 km/h, je suis à 2500 tours minute pile poil. J'entends un petit peu le moteur, un petit peu de bruit de roulement légèrement, et les bruits du vent sont relativement bien contenus. Donc à 2500 tours minute, c'est plutôt agréable. Bon, allez, on relance en 6ème à fond. Je vais aller mettre à 130, donc là 115, 120. Ça relance gentiment. On a 100 chevaux. Hein. Après, je reste seul dans la voiture. Et 130 km/h. Hop. 130. Je suis à 3000 tours pile poil. Ça commence à se mettre à pleuvioter. On commence légèrement à entendre du bruit du vent, mais ça reste plutôt contenu. Ah, c'est même très contenu le bruit du vent. Le moteur, on l'entend un petit peu, mais comme il est à régime stabilisé et pas en contrainte,
C'est franchement correct, j'entends un petit peu ce qui se passe autour. Un peu de bruit de roulement, mais en vrai, on s'y fait. Alors c'est pas hyper bien insonorisé, mais ça va. Franchement, je suis à 130 km/h et je peux faire un petit peu de route comme ça me dérangerait pas trop. Par contre, je vois que la moyenne en GPL là, augmente un petit peu. On est retourné à 7,5 litres, 7,6 litres. Donc sur autoroute, ça va consommer un petit peu plus. Alors c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'étais plutôt à bas régime. Donc avoir la moyenne sur autoroute, je vais malheureusement pas pouvoir faire un très long trajet comme ça. Mais sur le retour, au pire, ce que je vais faire, c'est sur autoroute, me remettre la conso à 0 pour voir ce que ça va donner. Mais sinon, on va dire que en étant en région parisienne, sans être sur autoroute, on tournait à une moyenne, allez, on va dire à 7,5 litres, parce que moi je roule quand même plutôt pépère. J'ai pas utilisé le mode éco, j'étais en mode normal. On va dire que ça reste plutôt correct. Et pour relancer, bon, on peut tomber un rapport si on veut relancer un petit peu plus pour avoir le turbo qui souffle un peu et monter un peu dans les tours. En 6ème sera peut-être un petit peu juste, ça relance si on n'est pas pressé et qu'on anticipe un peu. Mais heureusement qu'il est à 6ème parce que sinon on serait un peu dans les tours et 3000 tours ça reste correct. Bon, insertion sur l'autoroute, vous connaissez la chaîne, on est sur une petite sortie où il n'y a personne, 0 à 100 comme d'habitude, allez. Traction, hop, on pousse un petit peu jusqu'à 5000, 5005, 70, 90, hop, et on arrive à 100. C'est plutôt correct. Là, comme je dis, après je suis pas chargé, on n'est que moi et moi-même dans la voiture. J'allais dire on est ensemble, mais je suis tout seul dans la voiture. Ça relance suffisamment. Là j'étais en GPL et comme je vous dis, après entre GPL et essence, il n'y a pas vraiment de différence. Bon alors, je me suis fait un bel aller là sur l'autoroute pour vous faire les consos en essence et en GPL. Donc en GPL, je suis à environ 9,7 litres de moyenne à 130 km/h. Et lorsque j'étais donc en essence, 6ème 130 km/h pareil, j'étais à 6,7 litres à peu près. Oh, tout le monde a décidé de m'appeler aujourd'hui, maman. Je te rappelle plus tard. Donc 6,7 litres environ en essence, 9,7 litres environ en GPL. Donc on peut voir que le GPL consomme un petit peu plus, mais ça coûte également moins cher. Donc on s'y retrouve un petit peu. Et lorsqu'on cumule les deux réservoirs, bah, ça permet de faire une autonomie quand même assez convenable. On est aux alentours des 1000 km, ce qui est plutôt cool. Bon, on se fait un petit débrief, voir ce que ça donnait au général. Bon alors, ce Dacia Duster, bon bah comme d'habitude, hein, on sait à quoi s'attendre. C'est une voiture correcte, c'est un bon budget, ça sait tout faire. Il y a de la place dans le coffre, il y a de la place à l'intérieur, une bonne 5 places, c'est plutôt confort. Le côté GPL, plutôt économique, donc comme on a pu le voir au niveau des consommations, on consomme forcément un petit peu plus en litre 100 en GPL, mais ça coûte également beaucoup moins cher. On a l'avantage d'avoir deux réservoirs. Si on va faire des longs trajets, on recharge tout à la première station et ensuite on est tranquille, on peut traverser la France quasiment. C'est une voiture agréable à conduire. Si vous avez les moyens et que vous aimez bien, la boîte automatique pour moi reste quand même un vrai plus et ça apporte surtout également un petit peu plus de chevaux. Cette nouvelle couleur, j'adore, bravo Dacia d'avoir fait ça. Et le nouveau logo, pareil, ça amène un vrai coup de jeune à ce modèle qui est quand même pas mal d'années le Duster. Hein. Alors je ne me rappelle plus en quelle année c'est sorti, mais en fait il reste toujours d'actualité et juste le fait de changer un petit peu de couleur et 2-3 petites choses, ça restyle quand même bien cette voiture parce que concrètement, ça reste quand même la même chose que celle de base, quoi. Donc, bravo Dacia d'apporter à chaque fois ces petites nouveautés. J'ai hâte de voir le remplaçant hein, dans je sais pas combien de temps, mais le Bigster aussi, j'ai vraiment hâte. Bon, bah voilà. Dacia, en fait, c'est toujours hein, l'essentiel, la simplicité. On commence à avoir quelques petites options qui deviennent de nos jours hein, quasiment indispensables. La connexion du smartphone, l'Android Auto, l'Apple CarPlay. Bah, moi, j'utilise toujours Maps ou Waze, ça reste un vrai plus. Voilà, on a quasiment tout. Bon, peut-être que la prochaine fois, il y aura peut-être un Duster avec une hybridation, mais pas encore. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt essence, éco-G comme ça avec le GPL ou plutôt diesel et boîte automatique ou boîte manuelle? Moi, je vous avoue qu'un essence boîte automatique, ça me conviendrait parfaitement.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne. On a essayé la version 150 en boîte automatique. On a essayé la version en 4 roues motrices. Et on a essayé celle-ci. Et on a essayé, je crois, quasiment toutes les versions du Duster. Mais c'est la première fois pour cette version restylée en 2023. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!